Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Marion Leboyer, bienvenue. Vous êtes professeur de psychiatrie à l'université Paris-Est Créteil, responsable de psychiatrie et d'addictologie du centre hospitalier universitaire Henri Mondor et vous êtes spécialiste des dépressions résistantes. Serge Effès, bienvenue. Vous êtes psychiatre et psychanalyste, spécialiste de l'addictologie. Vous êtes responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Également avec nous, mais à distance, Michel Lejoyeux, bienvenue. Vous êtes professeur de psychiatrie, chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat, auteur de ce livre « Les 4 temps de la Renaissance ». Enfin, Hélène Leuillet est également avec nous. Vous êtes psychanalyste et philosophe, maître de conférences en philosophie à Sorbonne Université. Merci à tous les quatre. Ça fait une petite semaine que les autorités commencent à parler sérieusement, publiquement, d'un problème lié à la fragilisation de la santé mentale des Français. Serge Effès, une augmentation conséquente des syndromes dépressifs, nous dit Olivier Véran. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que vous considérez que l'heure est grave? L'heure est gravissime, mais vous savez, ça fait des semaines qu'on s'époumonne, tous les psychiatres de Paris et d'ailleurs, pour dire à quel point la situation est préoccupante, à quel point on est inquiet, à quel point les gens que nous voyons sont effectivement dans des syndromes dépressifs sévères, des syndromes anxieux sévères. Ils ont parfois une pensée qui est totalement sidérée. Ils sont incapables de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire, les gens traversent une période extrêmement difficile, beaucoup plus difficile que le premier confinement. Dans celui-ci, ils n'en voient pas le bout. Ils sont épuisés. Et sans parler des gens qui sont tombés malades, qui ont eu le Covid et qui sont épuisés après le Covid et qui développent encore plus que les autres des problèmes qu'on ne prend pas suffisamment en charge. Je suis content qu'il y ait des déclarations enfin qui soient faites là-dessus, mais vous voyez, on peut juste s'étonner par exemple qu'au Conseil scientifique qui donne des directives par rapport à la santé des Français, il n'y ait pas un psychiatre qui siège au Conseil scientifique, comme si tout était compartimenté. Vous voyez, comme si la santé physique, la santé morale, le psychisme, le sport, le travail, tout ça c'était des données complètement éparses et que l'être humain ne réunissait pas toutes ces caractéristiques en lui. C'est vrai qu'on a des témoignages très forts. Faisal Mouafak, chef de pôle à l'établissement de santé mentale de Villévrard à Saint-Denis, s'est confié à nos confrères de l'AFP. Il nous dit « En psychiatrie, la tension est permanente. Elle n'a fait qu'augmenter d'année en année, mais on a connu un vrai paroxysme avec la période post-confinement au mois de juin. Il dit craindre une vague psychiatrique derrière la vague épidémique. » Asma Bendia, psychiatre à Saint-Denis également, il nous dit « Après la première vague, on s'attendait à des dépressions, à des anxiétés, mais c'était beaucoup plus grave que ça, avec beaucoup de premiers épisodes psychotiques graves chez des patients sans aucun antécédent psychiatrique. Vous parleriez, vous, d'un risque de troisième vague psychiatrique? Très clairement, c'est exactement ce que vient de dire le docteur Effès. Ça fait des mois qu'on le dit. Je crois que les premières publications sont sorties il y a 6 mois. Et on le disait parce qu'il y avait des données scientifiques montrant, après les précédentes pandémies, de coronavirus en particulier, après les précédentes crises comme la crise de 2008, qu'il y avait une augmentation considérable de troubles de l'humeur, de crises suicidaires, de troubles anxieux. Depuis plusieurs mois, en plus de ces données qui étaient des prévisions, on a les chiffres devant nous. Que ce soit des études qui viennent des pays asiatiques, que ce soit des États-Unis, que ce soit des pays européens, on voit une vague qui s'installe et je pense qu'on est vraiment qu'au début et il faut vraiment qu'on comprenne qu'on est dans le temps long. Et on s'attend à une augmentation encore plus importante de troubles de l'humeur, de troubles anxieux et de suicide pour 3 raisons. La première, c'est les conséquences psychologiques de l'ensemble de la pandémie, la peur d'être malade, la peur de le transmettre à ses proches, l'isolement, les deuils, enfin, toute une série de situations extrêmement difficiles à vivre. Les conséquences de la crise économique qui est devant nous, avec la peur de la précarité, les difficultés économiques, le chômage, les faillites, toute une série de difficultés auxquelles nous allons être confrontés. Et puis, il ne faut pas oublier que les personnes qui ont attrapé le Covid ont aussi, et on le voit là aussi sur les cohortes et les populations qu'on suit, sont à beaucoup plus grand risque de développer des dépressions et des troubles anxieux. Michel Lejoyeux, vous entendez tout ce qui est dit en plateau. Est-ce que vous partagez ce constat terrible? Alors, ce qu'on partage, c'est évidemment l'augmentation de la fréquence des troubles psy. Rappelons quand même qu'on est tous confrontés à, j'allais dire, un stress de la pandémie, à des moments d'anxiété, des moments de colère. Je veux juste redonner 3 signes qui sont pathognomoniques, c'est-à-dire qui définissent la différence entre l'agacement légitime, l'agacement normal et la maladie. Le premier, c'est la perte d'envie. Qui est spécifique de la dépression. Tant que vous avez encore envie de faire des choses, tant que vous trouvez que les mesures qu'on vous impose vous frustrent, c'est que vous n'êtes pas déprimé. Le deuxième signe, c'est le sentiment de culpabilité, la tendance à se faire des reproches. Et le troisième signe, c'est le ralentissement
le ralentissement dans sa tête et le ralentissement dans son corps. Quand ces 3 signes sont présents, soit chez quelqu'un qui en avait déjà avant, soit chez quelqu'un qui les développe après la pandémie, il faut être particulièrement vigilant, puisque là, on est face à, comme le dit tout à fait le professeur Le Boyer, face à un épisode dépressif majeur nécessitant un traitement. Hélène Leuillet, il y a un autre élément alarmant, c'est cette étude de la Fondation Jean Jaurès sur les effets du premier confinement et le risque suicidaire que vous avez un petit peu évoqué, avec ce titre, hein, Suicide, l'autre vague à venir du coronavirus, et des chiffres étonnants là aussi. 20% des sondés assurent avoir déjà pensé au suicide. Parmi eux, 11% l'ont envisagé durant le premier confinement et 17% depuis la fin du premier confinement. Vous êtes d'accord pour dire que la situation va en s'aggravant et qu'à la limite, le premier confinement, il y avait une fin, il y avait quelque chose, il y avait une perspective, et là, il n'y a plus de perspective, on a du mal à y voir clair et ça accentue cet effet? Oui, tout à fait. Alors, bon, il y a eu, je crois quand même, des symptômes un petit peu différents du premier et du deuxième confinement. Il m'a semblé que durant le premier confinement, les phobies, la peur du contact, etc., cette sidération était très forte, avec des troubles anxieux très très forts, et avec son corollaire, d'un repli sur soi, d'une sorte de passion de l'immobilité qui prenait et qui a aussi des effets suicidaires. Et puis là, on a d'un seul coup quelque chose d'absolument insupportable dans l'isolement, dans le manque de liens, dans le manque d'altérité, dans l'espèce de déréalisation que nous infligent en fait les moyens modernes de la communication, qui sont formidables, hein, bien entendu. C'est formidable que nous ayons tout ça, mais je vois à quel point les gens se sont lassés des apéros sur Zoom, etc., qui avaient fait florès au début du premier confinement. Et vous voyez, tout ce qui se passe là, évidemment, l'augmentation des suicides, là, c'est considérable. Effectivement, on a tous alerté pas mal sur ce point depuis plusieurs semaines et mois. Ça me fait penser à cette phrase du poète latin Juvénal qui veut garder sa vie la paire. Et bien entendu, on ne peut pas blâmer les pouvoirs publics d'avoir voulu nous aider à rester en vie. Mais forcément, dans l'urgence, on a méconnu, sans doute, ce que cette préservation de la vie nécessaire, hein, encore une fois, il n'est pas question de contester, toutes les mesures de précaution et les restrictions qui les accompagnaient, bon, elles avaient leur nécessité, mais on a méconnu, sauf nous, puisqu'on était au premier plan, bien entendu, pour le voir et l'entendre, on a méconnu ce que ça fait que de penser seulement à préserver biologiquement sa vie. En fait, même si on n'est pas malade, ça nous met en état de malade, parce que c'est quand on est malade qu'on doit faire attention à sa propre vie. Et là, eh bien, effectivement, la conséquence, c'est que certains y perdent la vie, qu'on y a perdu parfois pour certains la saveur de la vie. Effectivement, le directeur de la santé soulignait les 18-24 ans. On sait à quel point il est vital à cet âge-là de pouvoir voir des amis, de sortir de la famille. C'est l'âge de la sortie de la famille, d'aller vers la société, d'aller vers les amis. Et quand on perd cela, eh bien, la vie perd sa saveur. Il y a des syndromes de tristesse, d'ennui. Vous savez, l'ennui, c'est quelque chose de très fort, hein. C'est pas un vague état d'âme. Ça a beaucoup saisi les jeunes. Et donc, voilà. Alors, je ne vais... Si vous le voulez bien, je voudrais prolonger tout de même ce point sur les responsabilités. Vous l'avez un tout petit peu évoqué. Est-ce qu'il y a derrière tout cela quand même une responsabilité politique? Est-ce que l'exécutif a pris des mesures trop strictes sans ménager les Français? Vous l'avez un petit peu évoqué. On écoute Olivier Véran, qui assure, lui, qu'il a toujours été vigilant sur cette question, lui et son gouvernement. Et je vous fais réagir après. Le monde des chiffres, il y a le monde de la vie. Et chacun d'entre nous endure cette épreuve avec ses difficultés, ses doutes, ses craintes et ses angoisses. Je voudrais vous dire qu'à aucun moment le gouvernement n'a négligé cette dimension de la crise sanitaire et que nous restons particulièrement vigilants dans la période actuelle et actifs. La dimension psychologique de cette crise est en effet tout aussi importante que son pendant somatique.
Serge Effès, on peut être un peu surpris quand même quand on entend ça. On peut être surpris. Alors, je ne doute pas qu'en son âme et conscience, Olivier Véran s'inquiète pour la santé mentale des Français. Mais en tout cas, dans les faits, on ne voit pas beaucoup. J'ai envie de vous dire qu'on ne voit rien. Et ça fait longtemps. Parce que ce qu'on est en train de subir aujourd'hui, c'est tout de même le fait que la psychiatrie publique est déshabillée depuis des années. C'est le parent pauvre de la médecine, il faut le dire. C'est bien avant les questions d'épidémie. Prendre un rendez-vous dans un centre médico-psychologique à Paris ou proche de Paris, c'est 12 mois, 18 mois. Parfois, on vous dit 2 ans d'attente au téléphone pour des gens qui vont mal psychiquement, vous vous rendez compte. Donc, il y a une situation de la prise en charge globale, de la prise en charge sanitaire des problèmes psychologiques et psychiatriques en France qui s'est beaucoup appauvrie depuis des années. Et là, tout à coup, à la faveur, si je peux dire, de cette épidémie, on en prend la mesure et on en voit les conséquences. Donc, ce n'est pas quelques mesurettes qui sont nécessaires actuellement pour pouvoir répondre à la déréliction qui naît de cette épidémie. Il faut vraiment que les choses s'activent et soient visibles. Méthode. Marion Le Boyer, je parlais de la méthode du gouvernement. Est-ce qu'il a été un peu brutal? Est-ce que ces annonces d'une semaine sur l'autre, qui changent, qui varient, avec des atermoiements, est-ce que finalement le gouvernement a un peu manqué de psychologie avec son peuple, avec le peuple? Je crois que le gouvernement, c'est pas le lieu pour critiquer ou pour dire qu'ils ont fait pas ce qu'il fallait par rapport à l'information, à l'évolution de la crise. Par contre, ce qui est très choquant et qu'on vient d'expliquer là, c'est à quel point la reconnaissance de la difficulté dans laquelle se trouve la psychiatrie depuis très longtemps, et on a écrit un livre, par exemple, qui s'appelait Psychiatrie, état d'urgence, juste avant la crise. On n'a pas été entendu. Et forcément, les crises, elles acutisent, elles aggravent encore plus les situations de fragilité. Or, la psychiatrie, pour toute une série de raisons, en France, elle est l'oubliée de l'organisation des soins. On a fermé énormément de lits ces dernières années, on manque de personnel, on n'est plus attractif pour les jeunes, que ce soit les infirmiers ou les psychiatres, il y a énormément de postes vacants. Et en fait, je pense que si on veut positiver cette situation, ce qu'on appelle, nous, de notre vœu, c'est vraiment que la psychiatrie soit entendue. De la même manière, le parallèle que je fais en général, c'est avec le cancer. Dans les années 90, on était à peu près dans la même situation pour le cancer, où le mot cancer ne pouvait pas être prononcé. Le mot dépression en France, on a encore beaucoup de mal à le prononcer. Il est stigmatisé. Dire qu'on est déprimé, c'est dire d'une certaine manière qu'on a honte, on se sent coupable d'avouer, alors que c'est une maladie comme les autres. Donc il y a besoin de faire une grande politique d'information et de déstigmatisation de ces pathologies. Il y a deuxièmement une inégalité de l'accès aux soins et une absence d'homogénéité de l'accès aux soins. Par exemple, on sait que les psychothérapies sont extrêmement efficaces, elles ne sont toujours pas remboursées en France. Troisièmement, les parcours sont tout à fait illisibles. Quand on dit qu'on a mis du temps pour avoir un rendez-vous sur les CMP, moi j'en ai 3, c'est parfaitement exact. Mais en plus, c'est très difficile de se repérer dans l'organisation des soins, qui il faut aller voir, comment est-ce qu'on trouve le spécialiste dont j'ai besoin. Les parcours ne sont pas lisibles. Et puis, le dernier point, c'est que la recherche et l'innovation dont on a autant besoin que pour développer des vaccins, elle n'est pas soutenue. La recherche en psychiatrie en France, elle n'est pas soutenue. Alors, le politique peut faire autrement, c'est en tout cas ce que demandent 68 sénateurs qui ont écrit un courrier à Jean Castex, porté par Céline Boulay-Espéronnier, sénatrice de Paris, et Michel Savin, sénateur de l'Isère. Ils demandent, par exemple, la reprise rapide des activités sportives en extérieur. Il semblerait aujourd'hui raisonnable d'autoriser les Français à retrouver les activités de plein air en leur permettant de préserver, disent-ils, leur santé physique comme mentale. Est-ce qu'ils ont raison, Michel Lejoyeux? Est-ce que cela peut faire partie des pistes? Ça, c'est une décision politique, de peut-être autoriser les Français à au moins aller faire du sport, à aller en extérieur et au-delà d'1 kilomètre. Bien sûr, et ça rentre dans le champ de tout ce qui est finalement complémentaire de tout ce qui est dit là, à savoir la nécessité du soin et le renforcement de l'offre de soins, d'une activité aussi de prévention, d'un mode de vie résilient. C'est ce que nous faisons avec nos soignants. Nous proposons aux soignants, moi j'anime une hotline d'écoute pour l'ensemble des soignants parisiens. On leur propose quoi? On leur propose des écoutes, on leur propose aussi des moments de relaxation, de mindfulness, de déconnexion. Il y a aussi une dimension de prévention qui est importante. Enfin, sur la question de la brutalité, n'oublions pas quand même, moi je l'ai vécu particulièrement à Bichat, à quel point cette pandémie a brutalement impacté nos hôpitaux, à quel point on s'est retrouvé à un moment dans une situation totalement inédite. Donc voilà, enfin je pense que ça a été aussi en réponse à tout cela. Et je pense que face à toute situation pathologique, c'est vrai dans tous les champs de la médecine, c'est vrai en psychiatrie, comme en cardiologie, comme en cancérologie, il faut développer une offre de soins. Et ça, je suis totalement d'accord, il faut renforcer les moyens de l'offre de soins et il faut aussi développer une culture d'un mode de vie, c'est ce que j'essaie de faire par exemple dans mon livre, d'un mode de vie
un peu résilient, qui ne sera évidemment pas suffisant, je n'ai pas de naïveté vis-à-vis des pathologies mentales déclarées, mais qui peut, chez celles et ceux qui finalement sont stressés certes par la pandémie, mais n'ont pas les critères de maladie, aider à traverser la situation. L'un n'est évidemment pas incompatible de l'autre, c'est en même temps. Et puisqu'on aborde un peu les solutions possibles pour aider les Français à aller mieux, comment éviter de sombrer dans la dépression, je voudrais qu'on écoute Jérôme Salomon. Mardi dernier, le directeur général de la Santé, lui aussi, a délivré quelques conseils. Écoutez. Il existe des conseils pour prendre soin de soi, en restant en lien et en parlant avec son entourage, en aidant ceux qui en ont besoin, en évitant d'être connecté à l'actualité toute la journée, en organisant et en rythmant ses journées, en limitant sa consommation d'alcool et de tabac, et enfin en prenant soin de sa santé. Il ne faut surtout jamais hésiter à consulter un professionnel. Hélène Leuillet, ça vous semble être de bons conseils pour éviter les situations anxiogènes ? Le problème, si vous voulez, c'est un peu embarrassant. Bien sûr que les conseils en soi, si on les prend dans leur contenu, ne sont pas mauvais. Je veux dire qu'il a pu m'arriver d'en promulguer même un ou l'autre de ceux qui ont été énoncés là, et de le publier même. Donc je ne peux pas désavouer, ce ne sont pas en soi de mauvais conseils. Mais quand on parle de santé mentale, quand on parle d'anxiété, quand on parle de troubles et de symptômes, il est très difficile de trouver le ton. Moi, ce qui me frappe, c'est parfois le manque de tact dont font preuve les autorités. Alors, je ne veux pas effectivement critiquer, faire du mauvais esprit. La situation était très compliquée, on ne peut pas le nier. Mais enfin, puisque vous me demandez mon avis, je peux dire que parfois, ça manque un petit peu de tact, même la façon de parler de la fragilité. Il y a trop dans nos sociétés un discours un peu de la force, de la performance, qui fait que les gens qui souffrent sont parfois un peu considérés comme des losers. Donc on donne des conseils sur un ton un petit peu infantilisant. C'est très difficile de faire preuve de tact. Alors évidemment, c'est plus facile pour un analyste seul avec son patient de dire des choses, de trouver les mots justes pour cette personne-là. C'est beaucoup plus difficile de se redresser collectivement à une population. Mais quand même, je crois que le discours politique a été très souvent moralisant. Même là, vous voyez, j'entends quelque chose un peu de moralisant dans cette façon de prendre un peu soin de soi et de demander de l'aide. Ça a beaucoup choqué, ce discours moralisant. Il y a eu le discours sur le relâchement, qui a été heureusement abandonné. Mais il y a toute une conception du lien aussi qui a beaucoup choqué, notamment dans la période qui a précédé le confinement, où on a vu surgir la différence entre l'essentiel et le non essentiel de la vie, pas seulement pour la librairie, mais tous les lieux de lien, comme les lieux de restauration, comme les lieux de sport, tous les lieux il ne faut pas seulement de loisirs et de détente et pour prendre soin de soi, mais qui sont les lieux où on a contact les uns avec les autres. Tout ça est apparu comme inessentiel. Alors évidemment, quand ensuite les gens souffrent et vont mal, on dit attention, prenez soin de vous. Ouais. Mais ce discours était profondément désubjectivement. Oui, Serge Effet, c'est vrai que ça semble être des conseils de bon sens, mais un petit peu facile. Et puis quand ça va pas, on n'a peut-être plus envie de sortir. Écoutez, quand on est au fond de la dépression, de la dérection, de l'anxiété, on peut vous dire allez mon gars, va faire un petit peu de sport, va marcher, va prendre l'air et va parler à tes voisins. Ça empire les choses. Parce que non seulement on se sent mal, mais en plus, on se dit qu'on est même incapable de suivre les conseils qu'on vous donne pour aller mieux. Donc il faut savoir à qui on s'adresse, effectivement. Là, je rejoins ce que dit Hélène Leuillet, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'adresser aux gens comme cela, sur ce ton un peu martial, pour leur dire ce qu'ils ont à faire lorsque les gens vont mal, et lorsque le pays est dans cet état, et lorsque le lien social est aussi endommagé qu'il l'est actuellement. Parce que c'est ça aussi la mesure qui est à prendre. Ce n'est pas seulement des gens atomisés qui sont confrontés à leur dépression, c'est des gens qui n'arrivent plus à se relier les uns avec les autres, parce que le lien social est attaqué à l'heure actuelle. Il est attaqué par l'épidémie, au sens où on a l'impression qu'elle nous a... Alors qu'au premier confinement, elle nous reliait. Là, on a l'impression qu'elle nous monte les uns contre les autres, les jeunes contre les vieux, ceux qui ont du travail contre ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont pessimistes contre ceux, les petits commerçants contre les grandes surfaces. C'est-à-dire,
ça attaque. En plus, on a eu des attentats terroristes absolument horribles et la décapitation du pauvre Samuel Paty, ça a été le point d'orgue de cet effilochement du lien social. On a l'impression que le communautarisme, les positions des uns et des autres, politiques, religieuses, etc., deviennent explosives. Donc tout ça crée un climat qui est extrêmement difficile pour tout le monde. Et je crois que c'est la mesure de ça qui est à prendre à l'heure actuelle quand on s'adresse aux gens. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à des enfants, on s'adresse à des gens avec qui on va proposer de rebâtir un lien social. Et la seule façon peut-être de les rendre actifs, c'est de se demander comment est-ce qu'on va inciter à rebâtir, pas seulement l'économie, mais rebâtir le lien social dans ce pays, autour de la question de la santé, autour de la question de l'éducation notamment. Marion Le Boyer, qu'est-ce qu'il faut leur dire alors aux Français et comment faut-il leur parler ? Emmanuel Macron va leur parler demain. Comment doit-il s'adresser à eux sans les infantiliser, sans être moralisateur et en leur donnant des perspectives ? Alors il y a les Français globalement, il y a la population générale dont on vient de parler. Moi, je voudrais parler des malades que nous voyons à l'hôpital et qui sont vraiment qui souffrent réellement et qui ont des vraies pathologies. Et quand on entend les discours qu'on vient d'entendre sur votre chaîne, on a l'impression de mélanger ce qui est de l'ordre de la santé mentale et ce qui est de l'ordre de la maladie. Ce dont moi, mais les uns peuvent basculer dans l'autre. On ne peut pas les séparer. Certains qui nous regardent ce soir peuvent basculer demain. Si on peut les séparer, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître, on sait faire un diagnostic de maladie mentale, c'est-à-dire une dépression, ça se diagnostique. Et le message que je voudrais passer une fois de plus ce soir sur votre antenne, c'est que ça se soigne. Mais plus on attend et plus on prend du retard, plus c'est difficile à soigner. Et donc le problème, c'est de mélanger ce qui est de l'ordre de la prévention, du conseil, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé au global, sa santé physique comme sa santé mentale. Et puis il y a le moment où on bascule dans la maladie. C'est là qu'on en est aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, on est persuadés que va arriver devant nous une vague de nouveaux malades. Et je pense que si on mélange trop le terme de santé mentale et le terme de maladie, d'abord, le système de soins ne va pas s'adapter. Et cette réforme qu'on réclame et cette réflexion en profondeur qu'on réclame pour pouvoir s'adapter à cette vague de nouveaux patients qui arrivent devant nous, on ne va pas les voir. Et si on dit trop aux gens, allez vous promener, parlez avec vos voisins, c'est pas possible, c'est pas ça, c'est des vraies pathologies, on est des vrais médecins comme les autres, on soigne des vraies maladies et on a trop tendance à mélanger tout ça et à pas le dire les choses clairement. Michel Lejoyeux, il nous reste une petite trentaine de secondes, est-ce que vous avez un message peut-être un peu positif pour terminer ? Oui, en tout cas, sans infantilisation, sans moralisation, quand même les dangers de l'alcool, les dangers des psychotropes pris de manière sauvage. Aujourd'hui, nous voyons monter ces consommations et il y a des choses qu'il faut dire très clairement et très directement. Ces produits-là sont toxiques et le stress extérieur peut devenir une incitation à les prendre et il ne faut qu'aggraver les maladies telles que les ont décrites mes collègues. Et le message est lancé. J'espère qu'on aura aidé quelques Français ce soir. Merci infiniment en tous les cas, à tous les quatre.